Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette sixième e-live conférence, donc en direct, comme son nom l'indique, consacrée au diabète. Je suis le docteur Céline Hide, je suis endocrinologue au centre hospitalier de Perpignan et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Nelly Bonada, qui est diététicienne dans le service, pour aborder en fait la gestion du diabète au quotidien. Donc, comme vous le savez, ces e-lives ont débuté depuis maintenant un peu plus d'un mois. Tous les vendredis, c'est votre rendez-vous hebdomadaire et vous êtes de plus en plus nombreux à y assister ou à les visionner en replay. Donc, merci à vous. Et comme le docteur Bénichou vous l'a dit précédemment, n'hésitez pas à nous faire part des thématiques que vous souhaitez voir abordées en fait, à l'occasion de ces e-lives. La prochaine aura certainement lieu sur la thyroïde, voilà, le 10 janvier. En sachant qu'on fait une petite pause pendant les fêtes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits pour ces futurs e-live. Donc là, on va débuter cette e-live sur la gestion du diabète au quotidien. Donc c'est un sujet assez large. Hein. À l'approche des fêtes, vous posez certainement des questions sur les repas, voilà, la composition des repas, comment gérer son traitement pendant les fêtes, est-ce qu'il y a des risques à consommer de l'alcool. Donc n'hésitez pas. Hein, à ce niveau-là. On peut aussi aborder la question du permis de conduire parce que c'est quand même, je pense, une chose importante à aborder. On ne le fait pas toujours en consultation. Et là, je pense que c'est l'occasion d'aborder la problématique du permis de conduire. On peut aussi parler de la gestion du traitement en cas d'activité physique. Donc, c'est voilà, comme vous le souhaitez. Donc, en attendant les premières questions, on va peut-être parler de la metformine parce qu'on a fait un petit peu le point sur les questions que vous nous avez adressées cette semaine. Il y a une personne qui a soulevé le problème, en fait, là, un problème assez récent d'impureté qui aurait été retrouvée dans certains lots de metformine hors Union européenne. Effectivement, l'Agence nationale du médicament a établi un petit point d'information début décembre, le 6 décembre, suite à la découverte d'impuretés de type nitrosamine dans certains lots de metformine commercialisés donc hors Union européenne. La nitrosamine est un composé chimique soluble que l'on trouve à l'état naturel dans l'eau. En fait, il est présent dans l'eau et dans l'alimentation. Et les traces qui ont été découvertes dans ces composés, dans ces lots de metformine, sont bien inférieures aux doses que l'on retrouve au niveau de l'eau ou de la nourriture. Donc, les recommandations actuellement de l'Agence de sécurité du médicament sont de ne pas arrêter son traitement par metformine. Donc, puisqu'il y a beaucoup plus de risques à arrêter son traitement par metformine que le risque qui est lié à la présence de traces dans les lots. Enfin, comment dire, que le risque éventuel, en fait, hein, le risque potentiel lié à ces traces de nitrosamine. C'est vrai que je ne vous ai pas dit que, en fait, cette nitrosamine, pourquoi on en parle comme ça, c'est qu'il a été évoqué un potentiel, en fait, cancérogène chez l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on y fait attention. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament va réaliser des études complémentaires sur les lots commercialisés donc, en Europe. Voilà, donc on en saura peut-être un petit peu plus tard, mais le message à retenir, c'est de ne pas arrêter son traitement par metformine. Vous pouvez en discuter avec votre médecin. Comme je vous dis, le risque à l'interrompre est plus important que le risque lié éventuellement aux traces présentes dans les lots. Voilà. Qu'est-ce qu'on va aborder? Voilà, par rapport aux questions qui ont été posées, avant de partir sur, enfin, comment dire, de débuter la gestion du diabète au quotidien, il y a une question qui a été posée sur le diabète maudit. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. On a parlé surtout du diabète de type 1 et du diabète de type 2. Donc, le diabète de type 2, c'est un diabète qui est le plus répandu, hein, qui touche environ 90% de la population diabétique. Mais le diabète maudit, c'est un autre type de diabète qui va... en fait, c'est un diabète qui est monogénique, c'est-à-dire que dans le diabète de type 2, l'hyperglycémie, enfin le diabète est d'origine polygénique, c'est-à-dire qu'il est lié à plusieurs gènes, et on sait que l'environnement participe à l'expression de certains gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Voilà, le diabète de type 2 est polygénique. Le diabète de type 1 est lié à une auto-immunité contre le pancréas. Donc, si vous produisez des anticorps qui vont aboutir à la destruction des cellules bêta qui se situent au niveau des îlots de Langerhans et qui vont aboutir à ce petit problème technique, nous avions perdu la connexion.
Donc, on était en train de parler des types de diabète et voilà, on parlait du diabète maudit, donc, qui est un diabète monogénique, c'est-à-dire lié à un gène, en fait, à une mutation d'un gène, enfin lié à un gène, pardon, qui se transmet en fait de génération en génération avec un risque sur deux pour la descendance, puisque c'est une transmission qu'on appelle autosomique dominante. Et les particularités en fait du diabète maudit, c'est que c'est un diabète qui est déjà très rare, qui va toucher un sujet jeune. Alors maudit, je précise, c'est maudit M-O-D-Y. Ça s'écrit pas maudit comme malédiction, mais c'est M-O-D-Y. Donc c'est un diabète qui est rare, qui va toucher un sujet jeune, qui peut apparaître dans l'enfance ou à l'adolescence, ou qu'on peut découvrir chez l'adulte jeune, avec donc de nombreux antécédents familiaux de diabète. Et quand on a cette particularité-là, souvent on va insuliner au départ en fait le patient en pensant à un diabète auto-immun type 1, puisque ça arrive chez un sujet qui n'est pas forcément surpoids et qui est plutôt jeune. Et je pense qu'il faut penser, enfin, excusez-moi, je pense qu'il est intéressant de chercher, en fait, d'évoquer en tous les cas le diabète maudit et de réaliser, si besoin, l'étude génétique. Voilà, j'espère avoir répondu à la question qui nous a été posée cette semaine. Donc, chez un diabétique que l'on découvre plutôt jeune, on fait d'abord les anticorps, effectivement, du diabète de type 1, anticorps anti-GAD, anti-A2, anti-LILO, ça peut être aussi les anti-ZNT8. Voilà, et si ces anticorps sont négatifs et que le profil est évocateur d'un diabète monogénique, on réalisera l'analyse génétique. Voilà, donc j'attends vos questions maintenant sur le diabète. Ah oui, pardon. On va parler aussi un petit peu de diététique, puisque en attendant voilà, les premières questions, on a également eu sur notre site Facebook pas mal de questions pour Nelly, pour notre diététicienne. Oui, donc bonjour à tous déjà. Donc il y avait plusieurs questions concernant les fruits. Quels fruits je peux manger? Donc je suis diabétique, ai-je le droit de manger quels fruits, en quelle quantité? Donc je vais en profiter du coup pour faire un point un peu général sur les règles diététiques à suivre quand on est diabétique, plutôt diabétique de type 2 hein, d'ailleurs je précise. Donc l'alimentation pour les diabétiques de type 2, ça serait une alimentation équilibrée. Donc ce qu'il faut entendre dans alimentation équilibrée, c'est surtout pas faire de restrictions et pas faire de régime donc strict en commençant à éliminer certains aliments au quotidien. Ensuite, un repas équilibré va être composé de plusieurs familles d'aliments, donc des protéines, ce qui signifie viande, poisson ou œufs, des féculents, donc pâtes, riz, pommes de terre, le pain également, et des légumes qui vont surtout apporter des fibres, ce qui va vous permettre de mieux équilibrer vos glycémies après les repas. Et on peut terminer les repas avec des fruits, enfin un fruit notamment, et un produit laitier. Donc pour les fruits, vu que c'était les questions un peu plus précises, vous pouvez consommer tous les fruits. Il n'y a pas d'interdit à vous imposer. C'est vrai qu'il existe des fruits plus sucrés que d'autres, par exemple la banane, les cerises, le raisin, les prunes, les figues. Essentiellement. En fait, ce qu'on vous préconise plutôt, nous, c'est de faire attention aux quantités que vous allez consommer et non à éliminer le fruit en question. Donc, il va s'agir de consommer, par exemple, 10 à 15 cerises, une petite grappe de raisin, une banane si elle n'est pas très grosse. Vous pouvez la consommer en entier, sinon, à la limite, prendre une demi-banane. Mais voilà, il n'y a pas de fruits à éliminer et de préférence, essayez de consommer les fruits à la fin des repas et plutôt qu'en prise isolée, c'est-à-dire pris tout seul en plein milieu d'après-midi par exemple. Voilà, ça va permettre un meilleur équilibre glycémique et notamment les glycémies postprandiales. Voilà, donc ça c'était concernant les fruits. J'espère que vous aurez répondu. Alors il y a une question de Alain. Pour un diabétique type 2, quel pain choisir? Pain blanc, biscotte, etc. Alors effectivement, c'est aussi des questions qui reviennent souvent. Donc, en fait, il faut comprendre que comme dans un repas équilibré, plus il y aura de fibres, mieux ça sera. Et les fibres seront apportées par les légumes. Dans le pain ou dans les produits céréaliers, c'est un peu la même chose. Si vous choisissez des pains qui sont plus riches en fibres, donc par exemple les pains complets, le pain de seigle, par exemple, les pains qui sont un peu plus foncés en couleur, tout simplement, ça veut dire qu'ils vont contenir plus de fibres. Donc, du coup, ça va être préférable pour, au niveau des glycémies, l'absorption
l'absorption de ces glucides, notamment contenus dans le pain. Après, c'est aussi une question de goût, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous forcer à manger du pain complet ou du pain de seigle si vous n'aimez pas, voilà, parce qu'on vous a dit que ça apportait plus de fibres. Donc voilà, préférez surtout les pains, vraiment les pains de boulanger, ou alors évitez plutôt les pains industriels, c'est-à-dire la baguette sous cellophane par exemple, voilà, il vaut mieux l'éviter. C'est vrai qu'elle aura un index glycémique un peu plus élevé et donc vous allez absorber le sucre de ce pain-là un peu plus rapidement, donc le risque est de faire monter vos glycémies un peu plus. Concernant les biscottes, là c'est pareil, vous pouvez prendre tout à fait une biscotte classique. Là, ça va plutôt dépendre de chacun. C'est vrai qu'il y a des patients qui auront une glycémie qui va augmenter un peu plus vite avec des biscottes comparées à du pain et inversement. Donc là, il faut aussi un peu se connaître et voir quel aliment peut vous faire monter plus rapidement, on va dire, vos glycémies. Après, c'est aussi une question de goût. Il faut penser que le diabète, il est là au quotidien. Justement, c'est un peu le thème de notre live conférence aujourd'hui. Et donc, il faut aussi faire qu'au quotidien, ça ne soit pas trop contraignant et que vous éprouviez toujours du plaisir quand vous consommez votre petit déjeuner, par exemple, le matin. Donc, essayez de varier au maximum, des biscottes, du pain blanc, du pain complet, du pain de seigle. Voilà. Je pense que comme ça, au moins, vous allez plutôt vous y retrouver et pas vous lasser non plus d'un aliment en particulier. Voilà. Alors, ensuite... Alors, donc une question de Sabrina, Inès et Zora. Vous avez du mal à équilibrer votre diabète et vous avez toujours faim après les repas. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quel type de diabète avez-vous? Est-ce que c'est un type 1 ou un type 2? Si le diabète est mal équilibré, il faut revoir en fait toute la thérapeutique, de la diététique aux médicaments, à l'insuline éventuellement si vous êtes sous insuline. Donc, déjà, au niveau alimentation, est-ce que vous arrivez à faire des repas plutôt équilibrés? Est-ce qu'il y a beaucoup de glucides au niveau de vos repas? Donc ça, c'est intéressant de voir voilà, si les repas sont équilibrés. Ensuite, au niveau du traitement, est-ce que vous êtes sous antidiabétiques oraux? Est-ce que vous avez de l'insuline ou d'autres traitements par piqûre, par exemple analogue du GLP-1? Parce que vous qui avez l'impression, d'après ce que je comprends, d'avoir toujours faim, c'est-à-dire peut-être que vous n'arrivez pas à satiété à la fin du repas, ou alors est-ce que c'est vraiment que vous n'êtes pas à satiété, ou est-ce que c'est que vous avez envie, c'est la tête qui pense, vous avez envie de manger derrière. Donc, ça, c'est intéressant aussi de se poser la question. Mais chez les diabétiques de type 2 qui sont en surpoids, il est intéressant aussi, lorsqu'on n'arrive pas à équilibrer un diabète avec des simples antidiabétiques oraux, de mettre en place en fait ces nouvelles molécules qu'on appelle, enfin ces nouvelles molécules, on a un petit peu plus de recul pour certaines et puis d'autres qui sont un petit peu plus récentes, mais qu'on appelle les analogues du GLP-1. Ce sont des traitements injectables. Les derniers qui sont sortis se font en injection hebdomadaire, donc une fois par semaine. Donc ils vont avoir l'intérêt de stimuler la sécrétion du pancréas au moment du repas, et puis d'induire un effet satiétogène en jouant sur la vidange de l'estomac. Donc l'estomac se vide moins vite, on a moins faim. Et puis il y a aussi un effet central au niveau cérébral sur la satiété, donc ça peut être un traitement intéressant du diabétique de type 2 afin de permettre également une perte de poids. Ensuite, alors, je vais prendre la suite. Voilà, donc pour répondre à Virginie, quelle quantité de féculents à chaque repas? Pour moi, je mange beaucoup trop de féculents. J'en mange beaucoup pour me caler. Alors, c'est vrai que la quantité de féculents est variable de plusieurs facteurs. En fait, ça va dépendre de votre activité, de ce que vous avez mangé au repas précédent et effectivement de votre appétit, donc de votre sensation de faim. Donc là, vous dire exactement la quantité que vous devez consommer, ça va être difficile pour moi. Après, pour être rassasié aussi, pensez à consommer des protéines et des légumes qui, pour les protéines, ont vraiment un pouvoir rassasiant plus important. Et les légumes qui vont du coup apporter beaucoup moins de glucides, effectivement, et finir de vous caler du coup à la fin du repas. Donc, essayez de faire un compromis un peu avec ces trois composantes dans vos repas pour être mieux rassasié et ajuster votre quantité de féculents plutôt à votre activité physique, par exemple. Voilà. Alors ensuite, j'ai une question d'Annick qui nous dit « Mon fils est diabétique, il part au ski, le froid lui procure des hypoglycémies, quel conseil me donner ?» Alors, je ne suis pas certaine que ce soit le froid qui lui provoque des hypoglycémies, c'est peut-être l'activité physique tout simplement. Donc le ski est une activité physique assez intense et toute activité physique peut donner des hypoglycémies. Donc j'imagine que votre fils doit être diabétique de type 1 traité par insuline. Donc quel conseil peut-on donner lorsqu'on fait de l'activité et qu'on est diabétique de type 1 ?
Avant de réaliser une activité, il est important de contrôler sa glycémie. Si la glycémie est d'emblée supérieure à 2,50 g, on conseille de différer l'activité physique. On va faire de manière plus générale, après on parlera des études. Donc si la glycémie est supérieure à 2,50 g d'emblée, comme je vous dis, il est préférable de différer l'activité puisqu'il y a un risque en fait au moment de l'activité de faire de l'acétone. Donc là, on vous demandera de différer l'activité, d'agir sur votre hyperglycémie, d'attendre un petit peu. Et une fois que la glycémie sera comprise entre 1,30 g et 2,50 g, c'est là que c'est le moment idéal, vous allez faire votre activité. Si déjà avant l'activité, vous avez une glycémie qui est plutôt basse, en dessous des 0,80 g, on vous conseillera de prendre 15 g de glucides en fait, avant de réaliser votre activité. Si le sport est fait juste après une injection de bolus, enfin, juste après un repas, excusez-moi, on vous conseillera de réduire la dose du bolus au repas de 30 à 50 %. Donc, si vous faites par exemple une activité vers 14 h en ayant mangé à midi, il est bien de réduire son bolus de 30 à 50 % pour éviter l'hypoglycémie qui va suivre derrière. Si maintenant l'activité physique est faite à distance d'un repas, on vous conseillera de prendre une collation, donc avant cette activité, selon ce qu'on a dit précédemment, et puis de réduire éventuellement la dose de lente de 20 % lorsqu'on a un schéma basal-bolus discontinu, donc 4 piqûres d'insuline par jour. On réduira l'injection lente de 20 % pour éviter les hypoglycémies tardives qui pourraient survenir après l'activité physique. Chez un patient qui est sous pompe à insuline, on a aussi la possibilité de mettre un débit basal temporaire. Donc, pour votre fils, Annick, alors attendez, pardon. Oui, je vous en parlerai après. Donc, si votre fils est sous pompe à insuline, il peut mettre en place, au moment où il va aller skier, un débit basal temporaire en réduisant, en fait, sur la durée de l'activité, voire même un peu plus, son débit en cours de 30 à 50 %. Je vous propose de débuter, en fait, de commencer par 50 %, donc il divise son débit de moitié pour éviter justement l'hypoglycémie. Il faut penser à avoir toujours de quoi se resucrer sur soi. Si l'activité est prolongée, on conseille de prendre, si l'activité est prolongée, c'est-à-dire si elle va durer plus d'1 à 2 heures, on prend en fait toutes les heures 15 g de sucre rapide. Pensez également à bien s'hydrater. Hein. Voilà, une fois que l'activité est terminée, évidemment, on contrôle sa glycémie. Et si elle est un petit peu plus basse, en dessous des 0,80, ne pas oublier à prendre des glucides lents pour pouvoir reconstituer les réserves en sucre au niveau du foie. Alors, pour Elisabeth, donc bonjour Elisabeth, votre sœur a une hémoglobine glyquée à 6,2. On lui dit qu'elle est diabétique et on ne veut pas la mettre sous traitement. Alors, pourquoi ? En fait, le diabète, à l'heure actuelle, est défini par deux glycémies à jeun à plus de 1,26 g. Donc, j'imagine que votre sœur doit avoir une glycémie à jeun un petit peu élevée, ou alors une glycémie à n'importe quel moment de la journée à plus de 2 g par litre. Donc, ça, c'est la définition du diabète. Maintenant, l'indication du traitement, elle va se faire sur la valeur d'hémoglobine glyquée, en sachant qu'on commence toujours par traiter avec la diététique et l'activité physique. Si l'hémoglobine glyquée, en fait, avec les efforts diététiques et avec l'activité physique, reste à plus de 6,5 %, on débutera un traitement. Si elle est spontanément en dessous des 6,5 %, on ne met pas d'emblée de traitement. Donc, voilà pourquoi. Voilà, donc pour Annick, vous souhaitez savoir comment adapter votre bolus pour les repas de fête. Vous êtes sous pompe et votre mari est sous injection, c'est ça? D'accord. Donc, les repas de fête, en fait, sont souvent plus prolongés, plus riches en glucides et plus riches en graisses. Il faut savoir que les graisses allongent la durée d'absorption du sucre. Donc, un patient qui est sous pompe à insuline, il a la possibilité de réaliser, normalement toutes les pompes le proposent si je ne me trompe pas, le bolus du haut et le bolus carré. Qu'est-ce que c'est? Le bolus carré, en fait, c'est un bolus qui va être délivré de manière prolongée sur une durée définie et qui permet de délivrer la quantité que vous aurez définie au moment de votre repas sur, de manière plus prolongée, comme le repas va durer plus longtemps. Le bolus du haut, lorsque vous allez faire un bolus du haut, vous allez avoir d'abord une première partie du bolus qui va être délivrée, puis va suivre un bolus carré. Donc, une première partie du bolus est délivrée immédiatement lorsque vous faites
votre bolus, et ensuite va suivre un bolus qui va être délivré de manière plus prolongée. Ça permet de couvrir un repas qui va durer longtemps. Ça permet aussi, si vous avez ce bolus du haut, si vous êtes en hyperglycémie déjà avant le repas, d'écréter un petit peu cette hyperglycémie avant de démarrer le repas. Et puis, ça permet aussi, si vous avez d'emblée une consommation de glucides au moment de l'apéritif ou de l'entrée, d'agir déjà à ce moment-là. Si maintenant vous avez des injections discontinues avec, par exemple, une basale et puis des rapides à chaque repas, enfin des bolus à chaque repas, on va, alors il n'y a pas de règle particulière, mais il y a plusieurs choses possibles. Si votre repas contient des glucides d'emblée au début, et puis après il va se prolonger, vous allez avoir ensuite un dessert sucré à la fin du repas, vous pouvez éventuellement réaliser 2 bolus, un au début du repas, puis un au milieu, voire fin du repas au moment du dessert. Si vous avez une consommation en fait, de glucides qui n'est pas très importante à l'apéritif au niveau de l'entrée, par exemple, on peut consommer des fruits de mer, du saumon, ça ne vous apportera pas de glucides au début du repas. Vous ferez à ce moment-là votre bolus au milieu du repas, quand vous allez amener les féculents, le pain, etc. Ensuite. Alors, peut-être pour répondre à Alain, que pensez-vous des boissons gazeuses marquées 0 ? Alors, effectivement, donc on va parler de tout ce qui est soda 0%. Donc, ce sont des boissons qui sont édulcorées, qui contiennent de l'aspartame ou du sucralose ou de l'acésulfame K. Enfin, donc, ce sont ce qu'on appelle des édulcorants intenses qui sont vraiment 0 sucre et 0 calories. Donc, pour parler précisément, ce sont le type de boisson où c'est Coca 0, le Schweppes Agrumes 0 par exemple. Ces boissons-là contiennent vraiment 0 sucre et 0 calories. Donc, c'est une boisson qu'un diabétique peut consommer sans faire élever ses glycémies. Par contre, attention quand même, il existe certaines boissons light. Donc, par exemple, l'Orangina Light ou alors bon, l'Oasis qui n'est pas une boisson sucrée, mais je vais quand même du coup en parler. L'Oasis Light, ces boissons-là, qui sont des boissons à base de jus de fruits, vont toujours contenir un peu de sucre. Donc, attention quand même, méfiez-vous un peu et le mieux est toujours de lire l'étiquette. Et à glucides, sur ce type de produit, donc sur des boissons, c'est où il y a 0 sucre ou alors s'il y en a, ça veut dire que c'est déjà une boisson sucrée. Donc attention, mais sur le Coca 0 ou le Schweppes Agrumes 0 par exemple, ces boissons-là sont vraiment 0 sucre. Alors, pour répondre à Sabrina, Inès et Zora, en fait, si je me souviens bien de votre question avant, vous avez un diabète qui n'était pas équilibré, vous êtes sous diamicron, metformine, Exultophy. Voilà, donc dans le Exultophy, vous avez l'analogue du GLP-1 dont on parlait tout à l'heure, le médicament qui agit sous forme injectable au niveau de la satiété et qui permet la libération d'insuline par le pancréas au moment du repas. Et ce Exultophy est couplé à l'insuline. Enfin, cet analogue du GLP-1 est couplé à l'injection d'insuline, donc en injection quotidienne pour le coup. Vous devez le faire le soir, j'imagine. Voilà. Donc, si votre diabète reste déséquilibré malgré ce, comme je vous ai dit, il faut revoir peut-être la diététique. Si vous avez encore faim à la fin des repas, est-ce que c'est vraiment de la faim ou est-ce que c'est plutôt l'envie de manger? Est-ce que c'est plutôt voilà, des grignotages à tendance compulsive qui vont arriver derrière? Donc ça, c'est important de faire le point peut-être avec une diététicienne ou avec votre endocrinologue pour discuter de tout ça. Et puis, si la diététique est adaptée et que vous restez déséquilibré avec ce traitement, il faut peut-être voir votre endocrinologue pour majorer éventuellement l'insulinothérapie. Donc tout ça, c'est à revoir avec votre diabétologue. Ensuite, pour Mostefa, donc vous êtes diabétique de type 2 avec une hémoglobine glycée à 6,4%, donc ce qui est plutôt satisfaisant. Mais le matin, vous vous trouvez entre 1,35 g et 1,50 g. Alors, Mostefa, c'est normal. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le phénomène de encore pour ce petit problème technique. Donc, on revient. On en était à la question de Mostefa, si je ne me trompe pas. Bon, on l'a perdu, mais je me souviens de la question. Donc, vous me disiez que vous étiez bien équilibré avec une hémoglobine glycée à 6,4%, mais que vous étiez un peu plus élevé le matin. Donc, je vous disais que c'était normal, puisque le foie produit du glucose en fait, dans la nuit, en fin de nuit. C'est ce qu'on appelle la production hépatique de glucose. Et chez le diabétique, la glycémie le matin, et notamment celle de 10 heures, en fait, après le repas en général le plus le plus glucidique, le plus hyperglycémiant, est la plus élevée. Donc la glycémie du matin à jeun, voire même celle de 10 heures, est souvent la plus élevée. Et puis en général, avec dans la journée, la glycémie redescend et vous avez un minimum vers 17-19 heures de glycémie. Voilà.
Il y avait ensuite une question, voilà, on l'a plus, mais on s'en rappelle aussi, sur les amandes et les noix. Alors effectivement, une question de Brigitte, il me semble. Donc les amandes et les noix, effectivement, ont ce qu'on appelle un index glycémique bas, c'est-à-dire que leur vitesse d'absorption des sucres est très très faible du fait de leur teneur en lipides. Ce sont des aliments qui sont très peu glucidiques, effectivement, qui contiennent très peu de sucre, mais en revanche, beaucoup plus de lipides, donc de graisse, ce qui va entraîner donc une absorption très lente du peu de sucre qu'ils contiennent. Voilà. Ensuite, j'ai une question de Virginie. Donc, vous êtes sous Xultophy, vous me dites, et vous avez 32 unités le matin. Pourquoi? Alors que les autres ont souvent l'insuline le soir. Alors, je pense qu'il faut vous rapprocher de votre médecin traitant ou voir peut-être un diabétologue. Si vous n'avez jamais vu de diabétologue, ça peut être l'occasion. En fait, pourquoi on a tendance à mettre l'insuline plutôt le soir? C'est justement pour écréter l'hyperglycémie du matin à cause du phénomène dont on vient de parler, la production hépatique de glucose, le phénomène de l'aube. Et le fait de mettre l'insuline le soir, ça permet de mieux... comment dire, d'équilibrer en fait l'hyperglycémie du matin. Donc c'est pour cette raison. Après, chez les patients qui sont plus âgés, on a peur quand même des hypoglycémies nocturnes et on aura tendance cette fois-ci à mettre l'insuline basale plutôt le matin. Donc ça, c'est à discuter en fait avec le médecin qui vous suit, parce qu'il y a certaines personnes pour qui l'insuline le matin sera comment dire, plus efficace que le soir, mais c'est vraiment au cas par cas. Voilà. Ensuite, voilà. Pourquoi alors? Une question de Claude-Marie. Pourquoi est-ce que vous êtes en hypoglycémie la nuit? Alors, quel est votre traitement en fait? C'est ça qu'il faut voir parce que il y a certains traitements quand on est diabétique qui provoquent des hypoglycémies. Si vous êtes diabétique de type 2 sous sulfamide hypoglycémiant, on sait que les sulfamides sont pourvoyeurs d'hypoglycémie. L'insuline donne des hypoglycémies. Puis il y a des médicaments qui ne donnent pas d'hypoglycémie. Donc, j'aurais besoin d'un petit peu plus de précision quant à votre traitement. Et puis, selon votre traitement, on pourra éventuellement voir pourquoi vous êtes en hypoglycémie la nuit. Ensuite, alors, je ne comprends pas bien votre question, Sabrina. Vous me demandez si la graine vient du diabète ou pas. Je vous avoue, je n'ai pas très bien compris, excusez-moi. La gangrène, pardon. Alors, la gangrène. En fait, quand on est diabétique, je vais déjà rassurer la plupart des patients, quand on est diabétique bien équilibré, suivi régulièrement par son médecin traitant ou son diabétologue qui va dépister les complications, il y a, comment dire, ne vous inquiétez pas. D'accord, il n'y aura pas de risque majeur de gangrène. La gangrène, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Une gangrène, c'est de la nécrose, c'est-à-dire du tissu qui se nécrose, qui meurt parce qu'il n'est pas assez vascularisé ou parce qu'il y a un processus infectieux qui fait que les tissus ne sont plus viables. Les infections, notamment, je pense que vous parlez du pied diabétique, en fait, les problèmes de pied diabétique vont survenir sur des terrains de neuropathie, sur des diabètes mal équilibrés pendant des années, avec des plaies qui vont se surinfecter, ou sur des terrains d'artériopathie, c'est-à-dire que c'est de l'artérite, ce sont les artères qui sont abîmées à cause du diabète, mais pas que. Le diabète peut s'associer à d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension, le cholestérol, l'hypercholestérolémie, le tabac. Donc surtout le tabac, hein, quand on est diabétique, il faut faire attention au tabac puisque ça majore les risques d'artérite. Et puis, il y a aussi l'hérédité cardiovasculaire au niveau familial. Donc, si on cumule des facteurs de risque cardiovasculaire, on a plus de risques de faire de l'artérite et on a plus de risques de faire des plaies, effectivement, au niveau des pieds. Donc, le message à retenir, c'est que lorsqu'on est diabétique et qu'on a une plaie au niveau du pied, il faut consulter rapidement, très rapidement, son médecin traitant ou son diabétologue pour pouvoir débuter les soins le plus rapidement possible, faire un bilan vasculaire et, si besoin, réaliser une revascularisation, donc soit en dilatant les artères qui sont bouchées, soit en réalisant un pontage si c'est nécessaire et si on peut le faire, pour éviter justement les complications de ce type. Alors, comment bien faire pour concilier diabète de type 1 et travail? Je ne sais pas s'il y a une réponse vraiment particulière pour cette question. Lorsqu'on est diabétique de type 1, je pense qu'il faut, et qu'on travaille, c'est bien, il faut en fait voir déjà quel est le type d'activité professionnelle
que vous avez pour pouvoir adapter en fait le traitement insulinique à cette activité professionnelle. Il y a des patients qui vont être plutôt derrière un ordinateur sans bouger trop dans la journée, puis d'autres patients qui vont être plus actifs, qui vont faire des ménages, des patients qui vont avoir des activités assez, comment dire, intensive, physique. Donc là, il faudra ajuster son traitement insulinique, qu'on soit sous injection discontinue ou sous pompe. On a parlé tout à l'heure du débit basal temporaire. Ça peut être intéressant si c'est une activité sur une petite période de la journée de réaliser un débit basal temporaire en diminuant de 30 à 50% le débit basal en cours. Ou alors, on peut aussi réaliser un schéma travail et un schéma repos. Si vous avez une pompe à insuline, je pense que c'est intéressant d'en discuter avec votre diabétologue qui établira avec vous le schéma travail, donc en réduisant en fait les débits et les bolus sur les périodes d'activité. Alors, quel sport quand on est diabétique? Donc, on peut faire beaucoup de sport quand on est diabétique. Il y a certains sports quand même qui sont plus dangereux du fait du risque hypoglycémique. Donc, pour certains sports, en fait, il est nécessaire lorsqu'on avance en niveau, je pense par exemple à la plongée. Donc, pour un niveau 1, il n'y aura pas de souci, mais lorsqu'on avance en niveau, enfin pour la plongée, il est important de contacter un médecin de la fédération, en fait, qui pourra vous dire s'il y a un risque ou pas et qui établira une attestation, un certificat d'aptitude. Voilà, il y a d'autres sports. Enfin, pourquoi certains sports sont dangereux quand on est diabétique de type 1 notamment? Parce que, ou diabétique de type 2 sous sulfamide, c'est à cause des hypoglycémies. Donc voilà, pour la plongée, pour l'escalade également. Ensuite, vous avez aussi certains sports comme la boxe auxquels il faudra faire attention quand on est porteur d'une rétinopathie. Voilà, il faut faire plus attention. Donc, je pense qu'il faut en discuter avec votre médecin traitant, avec votre diabétologue qui vous conseillera, en fait, si vous n'avez pas d'activité physique déjà définie, vers quel sport vous orienter. Mais beaucoup de sports sont possibles lorsqu'on est diabétique, en ajustant simplement son traitement pour éviter les hypoglycémies. Alors, ça, c'est une question intéressante. Adèle, donc vous êtes prédiabétique et vous souhaitez savoir si, avec une alimentation équilibrée, vous pouvez éviter un diabète. Alors, effectivement, quand on est en prédiabète, le premier traitement, ça va être l'alimentation. Donc, des règles diététiques d'alimentation équilibrée, effectivement. Donc, éviter le diabète, oui, c'est possible. On va dire que vous allez surtout retarder, effectivement, la déclaration du diabète. Voilà. Donc, effectivement, l'alimentation équilibrée, une activité physique régulière aussi, si vous pouvez, si vous en faites ou si vous pouvez la mettre en place, quelque chose qui vous est adapté, bien sûr, va faire que vous allez pouvoir nettement retarder l'arrivée du diabète, effectivement. Oui. L'activité physique, c'est important d'en parler parce qu'on sait qu'elle retarde l'apparition du diabète comment dire, pour la moitié des patients prédiabétiques. Donc, c'est très intéressant. Les recommandations actuelles sont de pratiquer 30 minutes, excusez-moi, 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine, donc 150 minutes par semaine, donc pour l'activité modérée. On ne vous demande pas d'aller faire un marathon, hein, ça peut être simplement une marche un peu active, quelque chose qui vous plaise. Ou alors, si c'est une activité d'intensité plus soutenue, 75 minutes par semaine sont intéressantes. On peut évidemment cumuler les deux. Donc voilà, quand vous êtes prédiabétique, faites un peu plus attention à la diététique en variant vos repas et en essayant d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible et faites de l'activité physique. Alors, une question de Virginie qui me demande si diabète et hypothyroïdie font-ils bon ménage. Vous avez l'impression que quand l'un va, l'autre ne va pas et vice-versa. Alors, donc il faut savoir déjà que, je ne sais pas quel est le type de votre diabète, mais si vous êtes diabétique de type 1, le diabète de type 1 est d'origine auto-immune, l'hypothyroïdie peut être également d'origine auto-immune, donc tout ça peut s'intégrer dans un contexte de polyendocrinopathie, en fait, auto-immune, donc ça veut dire que ça touche plusieurs organes endocriniens, donc on peut avoir un diabète de type 1 et une hypothyroïdie. Alors, on sait que l'hypothyroïdie, lorsqu'elle n'est pas équilibrée, peut favoriser les hypoglycémies. Maintenant, si votre hypothyroïdie est équilibrée avec un traitement qui est adapté, une TSH qui est dans les normes, vous ne devez pas avoir normalement de retentissement sur l'équilibre glycémique et inversement.
Alors, donc Karine, vous me dites que vous êtes exploitant agricole avec des travaux de force, des horaires décalés. Vous êtes diabétique de type 2 sous metformine, 3 grammes par jour. Est-ce qu'il y a un risque d'hypoglycémie? Non, je vous rassure, Karine, la metformine ne donne pas d'hypoglycémie, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer votre traitement. Par contre, la personne qui est traitée par sulfamide hypoglycémiant, ça peut être glimépiride, Amarel, Daonil, glibenclamide, diamicron, glyclaside. Ces médicaments sont pourvoyeurs d'hypoglycémie et lorsqu'on réalise une activité physique intense, on conseille en fait de baisser un petit peu la dose quand même. Donc ça, c'est à voir à votre médecin traitant ou votre diabétologue qui vous dira quelle dose prendre les jours où vous faites de l'activité. Alors, donc Huguette, vous me dites que vous avez fait un AVC. Vous êtes sous Toujeo le soir, donc insuline Toujeo, une fois par jour. Le Trulicity, 0,75. Le Tarex, c'est pour la tension. Et votre diabète est toujours déséquilibré. Alors, donc, si j'ai bien compris, vous n'avez que Toujeo et Trulicity. Le Trulicity que vous avez actuellement n'est pas à dose maximale. Donc, peut-être que ça vaudrait le coup, si vous ne présentez pas de contre-indication ou d'intolérance particulière, de voir avec votre médecin pour monter la dose à 1,5 mg par semaine. Ensuite, si Toujeo et Trulicity ne suffisent pas, il faudrait, donc vous êtes a priori diabétique de type 2, et je vois que vous n'avez pas de metformine. Voilà, ce serait intéressant de savoir pourquoi vous n'avez pas de la metformine. Est-ce que vous présentez des contre-indications à la metformine? Est-ce que vous avez une insuffisance rénale ou cardiaque? Est-ce que vous êtes âgé? Voilà. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la metformine ou est-ce que vous l'avez eu et vous ne la tolérez pas? Parce que lorsqu'on est diabétique de type 2, la metformine, c'est quand même un traitement qui est très intéressant pour équilibrer un diabète puisque ça diminue la résistance à l'insuline et ça diminue la production de glucose par le foie. Donc, ça a un intérêt majeur au niveau du traitement du diabète de type 2 et c'est recommandé également en première intention. Donc, voilà, voir déjà pourquoi vous n'avez pas la metformine. Et puis, si vous ne pouvez pas avoir la metformine, est-ce que vous avez un sulfamide hypoglycémiant? Voilà, un autre médicament qui, pour le diabète, on peut associer au Trulicity et à la Toujeo. Et si ça ne suffit pas, ben, la seule solution après voilà, avoir évoqué tout ça, c'est peut-être augmenter l'insulinothérapie. Donc, il faut vous rapprocher de votre médecin traitant ou de votre diabétologue pour revoir votre traitement. Alors, voilà, Pierre qui nous pose une question, comment et avec quoi se resucrer en cas d'hypoglycémie? Alors, pour les hypoglycémies, effectivement, c'est une situation d'urgence. Donc, il va vous falloir consommer un sucre pur, donc un sucre rapide aussi qu'on appelle. Donc, ça peut être du sucre tout simplement, du sucre en morceaux ou en stick, de la confiture, une boisson sucrée aussi, un soda, alors non édulcoré bien sûr, ou un demi-verre de jus de fruits par exemple, voilà, une pâte de fruits, voilà. Il faut vraiment du sucre pur et aussi, ce qui est important, c'est si vous êtes à distance du repas, y ajouter un sucre lent. Donc, ça peut être une biscotte, un morceau de pain, voilà, pour que votre glycémie ne rechute pas encore derrière, une demi-heure après ou une heure après, et que vous puissiez tenir jusqu'au prochain repas. Voilà. Oui, on va compléter juste un petit peu. Donc, quand vous faites une hypoglycémie, on va vous demander, donc évidemment, de vous contrôler au moment du malaise. Et puis, vous allez, comment dire, vous resucrer de manière différente si votre glycémie est inférieure à 0,60 ou si elle se situe entre 0,60 et 0,80. Si elle est d'emblée inférieure à 0,60 g par litre, on conseille de se resucrer avec 15 g de sucre rapide. Ça peut être 3 sucres, une pâte de fruits, une petite briquette de jus de fruits. Voilà, donc vous allez vous resucrer avec 15 g de sucre rapide et vous recontrôlez 15 à 20 minutes après. Si la glycémie est toujours basse, vous resucrez de nouveau de la même façon. Si elle remonte, tant mieux. Et si, comme vous l'a dit Nelly, si vous êtes à distance du repas, vous allez prendre aussi un sucre lent pour pouvoir tenir jusqu'au repas. Si votre glycémie se situe entre 0,60 et 0,80 g par litre, là, vous allez prendre la moitié de sucre rapide, c'est-à-dire 7,5 g. Donc, un sucre et demi ou une demi-pâte de fruits, et puis avec les mêmes consignes que données précédemment. Muriel nous pose une question. Vous êtes diabétique de type 2, sous insuline, vous avez mal aux orteils tous les soirs et vous voulez savoir quoi faire. Donc Muriel, il est probable que vous ayez une neuropathie diabétique périphérique, c'est-à-dire que les nerfs ont peut-être été atteints par l'hyperglycémie, par le déséquilibre du diabète, surtout si votre diabète évolue depuis des années.
Donc, si vous avez une plaie, il faut consulter en urgence. S'il n'y a pas de plaie, que c'est des douleurs au niveau des orteils, il y a des traitements. Donc, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou de votre diabétologue. On peut vous conseiller un traitement par prégabaline, qu'on appelle aussi le Lyrica, ou alors le Cymbalta également, qui sont des médicaments. Le Lyrica, c'est un antiépileptique qui va pouvoir agir sur les douleurs de neuropathie. Le Cymbalta, à la base, c'est un antidépresseur qui agit aussi sur les douleurs de neuropathie. En général, on le démarre à dose progressive, le Lyrica, donc il ne faut pas arrêter le traitement si vous jugez qu'il n'est pas efficace d'emblée, parce qu'on peut augmenter la dose. Donc, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou de votre diabétologue qui mettra en place un traitement. Je vais peut-être répondre à Claudette, du coup, donc, qui est prédiabétique, en surpoids, hypertendue, et donc qui se pose des questions pour équilibrer son alimentation pour éviter de développer un diabète. Alors, est-ce que ça passe par la suppression des féculents le soir? Non, pas forcément. Hein. Il faut savoir que pour perdre du poids et quand on veut faire un rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas en supprimant des aliments, mais plutôt en essayant de plus adapter ses apports à ses besoins. Donc, ça veut dire écouter la sensation de faim. Si le soir, effectivement, vous n'avez pas très faim, il ne sera peut-être pas nécessaire d'aller faire un plat de féculents le soir et de privilégier des légumes, ou des crudités, une protéine ou un laitage. Voilà. Maintenant, vous pouvez tout aussi manger des féculents le soir si vous en ressentez le besoin, si vous avez faim, et pouvoir perdre du poids et avoir une alimentation équilibrée. Donc voilà, il ne faut pas être trop radical et trop strict dans la suppression des aliments, notamment sur le repas du soir. Voilà, donc écoutez plutôt votre sensation de faim et votre satiété, donc qui va vous aider à quantifier justement sur les repas, mais sans prendre des décisions de supprimer tous les soirs les féculents. On avait une question de Laurent Parmentier qui nous demandait si on pouvait passer de type 2 à type 1. Non. On est soit type 2, soit type 1. On ne devient pas type 1. En fait, un type 2, par contre, avec le temps, si le pancréas se fatigue et ne sécrète plus suffisamment d'insuline, peut devenir insulino-requérant. Insulino-requérant. Donc, on parlera de diabète de type 2, insulino-requérant. Ensuite, j'ai une question de Nanou, Afid, qui demandait j'ai un diabète de type 1 depuis 17 ans et depuis environ 5 ans, j'ai pris 15 kilos et je n'arrive pas à les reperdre. Comment cela se fait-il? Voilà. Alors, en fait, il faut savoir que lorsqu'on découvre un diabète, déjà, on a tendance à perdre du poids, notamment un diabète de type 1. Pourquoi? Parce que le glucose, en fait, ne peut pas rentrer dans les cellules pour être utilisé. Il va être uriné. Vous allez boire plus d'eau, donc c'est ce qu'on appelle le syndrome polyurédipsique. Vous urinez beaucoup parce que vous urinez beaucoup de glucose, l'eau suit le sucre, donc vous allez perdre du sucre au niveau des urines, vous perdez de l'énergie, et en plus, les cellules doivent trouver une autre source d'énergie, donc vous puisez dans les graisses, donc il est possible, enfin c'est très, très régulièrement le cas, lorsqu'on découvre un diabète de type 1, on perd du poids. Lorsqu'on va apporter de l'insuline, on va reprendre le poids qu'on n'aurait pas dû perdre en fait, et puis il faut savoir aussi que l'insuline peut participer à la prise de poids. Donc, si vous avez pris 15 kilos, je pense que ça vaudrait le coup peut-être d'en parler à votre médecin traitant ou votre diabétologue et peut-être voir une diététicienne, déjà voir au niveau alimentation, est-ce qu'il n'y a pas de grignotage, de troubles du comportement alimentaire qui pourraient expliquer cette prise de poids. Et il est possible, dans certains cas, chez les diabétiques de type 1, insulinés, qui ont tendance à prendre du poids avec l'insuline, de mettre en place un petit peu de metformine, en fait, justement pour améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire les doses et éviter ces prises de poids. Alors, j'ai une question de Pierre qui demande, en cas de perte de force musculaire, doit-on diminuer la dose de Zocor 20 mg ou le supprimer? Donc là, c'est une question qui n'est pas directement en lien avec le diabète, c'est plutôt en lien avec l'hypercholestérolémie. Le Zocor, c'est un traitement de l'hypercholestérolémie. C'est une statine. Les statines peuvent donner des douleurs musculaires. Hein, c'est un effet secondaire des statines. Donc, si vous avez des douleurs musculaires sous statine, revoyez votre médecin traitant qui jugera par rapport à vos antécédents cardiovasculaires de la nécessité ou pas de l'interrompre. Il est souhaitable également de faire un dosage du marqueur musculaire qu'on appelle les CPK pour vérifier qu'il n'y ait pas d'impact au niveau musculaire, enfin, destruction des cellules musculaires par la statine. Et puis si les CPK sont normales, après ça dépend de la tolérance du patient.
On peut changer de statine. Si vous ne tolérez pas le Zocor, on peut passer à une autre statine. On peut aussi associer un complément, le coenzyme Q10, qui permet d'améliorer en fait les douleurs musculaires sous statine. Mais avant de le supprimer de vous-même, quand même demandez à votre médecin. Alors, donc Elena nous pose une question. Je pense que vous vouliez dire pour diminuer les triglycérides, que recommandez-vous? Parce que voilà, quand on est diabétique de type 2, on a souvent un profil qu'on dit métabolique, avec un petit surpoids, une obésité et notamment une répartition des graisses au niveau viscéral, donc au niveau du ventre. Et puis ça s'associe souvent à une hypertriglycéridémie. Et c'est important effectivement d'équilibrer le diabète, mais aussi de jouer sur les triglycérides. Donc, je passe la parole à Nelly qui va vous expliquer comment baisser les triglycérides. Alors, pour les triglycérides, les consignes, c'est… donc, il faut savoir que les triglycérides proviennent essentiellement de l'alimentation sucrée que vous pouvez avoir et ou de l'alcool aussi que vous pouvez consommer. Donc, s'il n'y a pas de consommation d'alcool, ça va être majoritairement sur la consommation de produits sucrés. Donc, en premier lieu, c'est vraiment limiter au maximum tout ce qui est sucre pur, donc tout ce qui est produits sucrés, voilà, au repas ou en dehors des repas d'ailleurs, et aussi essentiellement diminuer la consommation de fruits. Il faut faire attention que vous n'en consommiez pas trop, donc on est sur une portion de fruits par repas, donc si vous en consommez par exemple plus de 3 portions par jour, effectivement ça peut être un peu excessif, donc il va falloir diminuer cela, surtout au début pour bien faire diminuer le taux, et après reprendre une alimentation équilibrée, normale équilibrée on va dire. Ensuite, il est aussi important d'avoir de rajouter peut-être des fibres au cours des repas, donc des légumes crus, cuits, voilà. Et après, c'est une alimentation équilibrée qu'il convient d'adopter. Voilà, donc c'est essentiellement diminuer la consommation de sucre, de fruits et d'alcool s'il y en a eu. Alors, Sophia, vous me dites que vous n'arrivez pas à équilibrer votre diabète avec une hémoglobine glyquée. Alors, je ne sais pas combien elle est. Je pense qu'il y a une erreur de frappe. Vous êtes fatigué avec des douleurs. Donc, la fatigue et les douleurs ne sont pas forcément liées au diabète. Tout n'est pas relié au diabète. Si vous n'arrivez pas à équilibrer votre diabète, il faut revoir, comme on l'a dit précédemment, la diététique, l'activité physique. Et si ça ne suffit pas, réajuster votre traitement donc auprès de votre médecin traitant ou de votre diabétologue. Stéphane, vous me dites que vous êtes allergique à la performance. Donc ça veut dire à l'activité physique. Malade, vomissement, diarrhée. Alors, est-ce que c'est lié à la metformine? Est-ce que là, actuellement, vous avez une gastro-entérite qui fait que vous avez des vomissements et des diarrhées? Ou est-ce que c'est la metformine qui provoque en fait ces symptômes-là? Parce qu'on sait que la metformine peut donner des symptômes digestifs, des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements. Donc, on conseille de le prendre justement au moment des repas parce qu'elle est mieux tolérée lorsqu'elle est prise au moment des repas. Et puis, si la metformine n'est pas tolérée, revoir peut-être avec votre médecin traitant ou votre diabétologue afin de réduire la dose. Parce que ce n'est pas parce que vous ne tolérez pas la metformine à 1000 que vous ne la tolérez pas à 500. Donc, ça vaut le coup parfois de réduire la dose. Et si vraiment vous ne tolérez pas les petites doses, on n'a pas le choix que d'arrêter et de changer de traitement. Ah oui, j'avais une question aussi de Claudette dans la semaine qui me demandait, elle voulait savoir si le podologue était remboursé. Elle est diabétique de type 2, 100%, elle est en ALD pour son diabète. Et voilà, elle se pose la question de savoir si les soins podologiques sont remboursés. En fait, ils ne sont pas remboursés chez tous les diabétiques. Les soins de pédicurie sont remboursés à raison de 4 soins par an, donc tous les 3 mois chez le patient qui présente un grade podologique 2. Et tous les 2 mois, donc à raison de 6 par an, chez un patient qui présente un grade podologique 3. Donc le grade podologique, qu'est-ce qu'il établit? C'est le médecin traitant ou le diabétologue. Donc le grade 2 va associer une neuropathie à une déformation des pieds ou une artériopathie. Le grade 3, ça peut être, peut être lié à la présence d'une plaie qui évolue depuis au moins 1 mois, ou alors une déformation très importante des pieds de type de Charcot. Voilà, donc pour savoir si les soins de pédicurie sont remboursés, il faut en fait que vous consultiez votre médecin traitant ou diabétologue, et si il juge que les soins de pédicurie peuvent être remboursés selon le grade podologique, il vous fera une ordonnance. Du coup, je peux juste compléter pour finir sa réponse aussi. Concernant la diététicienne, effectivement, il n'y a pas de remboursement non plus. Enfin, il n'y a pas de remboursement non plus. Mais il y a juste certaines mutuelles qui vont prendre en charge des consultations diététiques, donc un certain nombre quand même limité dans l'année aussi, voilà, malheureusement, pour nous. Donc, je vois qu'on n'a plus d'autres questions. Il nous reste 2 petites minutes.
je souhaitais aborder quand même avec vous la problématique du permis de conduire, parce que c'est vrai qu'on ne l'aborde pas systématiquement en consultation, mais je pense qu'il est important que vous ayez certaines notions par rapport à ça, en sachant que voilà, enfin, comment dire, vous avez un schéma qui est très bien fait par la Fédération française du diabète qu'on a mis en ligne sur notre site Diabète 66, et je vous encourage vivement à aller sur le site. Donc Diabète 66, vous tapez ça dans Google, vous tombez sur le site et vous avez en fait une rubrique qui s'intitule Mon diabète au quotidien, et vous avez une rubrique spéciale sur le permis de conduire. Vous trouverez également tous les articles qu'on met en ligne en fait sur le site Facebook, enfin, sur le sommeil diabète, sur la diététique, sur l'activité physique. On a publié, enfin on a mis en ligne dernièrement un article sur les édulcorants qui est assez intéressant. Donc vous trouverez tous ces articles sur le site internet. Et pour en revenir au permis de conduire, jusqu'à il y a peu, tous les diabétiques qui présentaient, qui étaient traités par traitement hypoglycémiant, que ce soit sulfamide ou insuline, devaient déclarer leur diabète à la préfecture. La Fédération française du diabète a obtenu un assouplissement de la loi, et donc depuis janvier 2019, c'est un peu différent. Si on vous découvre un diabète alors que vous êtes titulaire du permis de conduire, vous allez télécharger un formulaire spécifique, et vous verrez sur ce formulaire, vous avez une petite case à cocher oui ou non, qui vous demande si vous êtes atteint, à votre connaissance, d'une affection ou d'un handicap susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de validité limitée. Si vous n'avez pas de traitement, alors je vous propose dans ce cas-là de vous rapprocher de votre médecin traitant ou de votre diabétologue. Si vous n'avez pas de traitement hypoglycémiant, vous cochez non. Si vous avez un traitement hypoglycémiant, donc des sulfamides hypoglycémiants ou de l'insuline, à ce moment-là, vous allez voir avec votre médecin traitant ou votre diabétologue si vous êtes apte à comment dire, reconnaître, identifier les hypoglycémies et les resucrer, les gérer de manière adaptée. Et si vous ne présentez pas de risque d'hypoglycémie sévère. Donc, votre médecin traitant ou votre diabétologue peut établir, à l'issue de cette consultation, une attestation d'aptitude à la conduite. S'il l'établit, il faut penser à garder cette attestation toujours avec vous et avec votre permis de conduire, et renouveler en fait la démarche et l'attestation tous les 5 ans. Si maintenant vous présentez des hypoglycémies sévères, récurrentes, à risque pour la conduite, ou que vous ne reconnaissez pas, vous n'identifiez pas correctement une hypoglycémie, que vous ne savez pas la resucrer correctement, ou que votre médecin traitant ou votre diabétologue ne se prononce pas en fait sur votre aptitude à la conduite, là il faut cocher oui au niveau de cette petite case dans le formulaire. Et puis à ce moment-là, vous devez prendre contact avec un médecin agréé par la préfecture qui vous verra en consultation et établira, enfin comment dire, verra si vous êtes apte à la conduite, en sachant que si vous êtes apte, il faut renouveler les démarches tous les 5 ans. Si vous n'êtes pas apte, vous pouvez éventuellement faire appel, mais tout est très bien expliqué sur le site. Très bien. Je vois que Anne-Sophie a tiré profit de la e-live de la semaine dernière, puisqu'elle s'est faite vacciner. Elle est allée voir son médecin traitant qui l'a vaccinée contre la grippe et contre le pneumocoque. C'est très bien. Allez, deux petites secondes là, sur la vaccination. Donc, quand on est diabétique, il est important de se faire vacciner. Vaccination antigrippale annuelle. La vaccination contre le pneumocoque est également importante parce que on sait que chez le diabétique, le risque est majoré, le risque d'hospitalisation en cas de grippe ou d'infection pulmonaire à pneumocoque est majoré, et le risque de mortalité d'infection respiratoire grippale est également majoré. Donc je pense que lorsqu'on est diabétique, c'est important de se faire vacciner, donc c'est un très bon message que vous donnez, Anne-Sophie. Voilà, je pense qu'on a terminé. Donc nous allons vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. En espérant que nos conseils vous auront apporté, voilà, vont vous aider. Et puis on vous donne rendez-vous donc pour la prochaine e-live après les fêtes, le vendredi 10 janvier, de 10 à 11, comme d'habitude. On vous attend nombreux et on parlera cette fois-ci de la thyroïde, si je ne me trompe pas. Bonne fête à tous. Merci, bonne fête. Au revoir. Au revoir. On n'arrêtait plus à la fin.